22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette édition, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui la présidente de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Et selon l'ONU, l'Afrique serait le moteur de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République le rapport annuel général 2021 de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires remis par la présidente de cette institution, Ismahan Ibrahim Mahmoud, accompagné de ses principaux collaborateurs. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires au président de la République a valeur d'obligation de droit imparti à l'institution qui est tenue ensuite à l'adresser à l'Assemblée nationale avant d'en faire l'objet d'une diffusion générale à l'attention du grand public. L'année 2021, ce rapport reprend les principales observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion de contrôles effectués en année 2020. Il revient sur la gouvernance interne de la Cour des comptes, la reddition des comptes. Il met également en exergue les principales conclusions sur le contrôle du budget de l'État de l'année 2019, précisément, et le contrôle d'un échantillon d'établissements et entreprises publiques dont le contrôle a été clôturé en 2020. Le rapport de la Cour de cette année comporte une nouveauté. Il s'agit d'un audit sur les objectifs de développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, telle est la teneur de ce rapport dont j'ai le privilège de vous remettre ce jour très respectueusement. L'audience avec le président Guelleh servit comme à l'accoutumée de cadre responsable de la Cour des comptes pour procéder à l'inventaire succinct du contenu du rapport remis. Elle servit également de plateforme d'échange sur l'adoption de techniques procédurales, d'éthique et d'action qui sont de nature à accroître la vocation de notre pays à concilier les pratiques les plus exigeantes en matière de transparence financière et de contrôle des deniers de l'État. Créée sous l'impulsion du président de la République, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires de Djibouti participe au même titre d'institutions militantes dans le même sens, notamment l'inspection générale d'État ou encore la médiature de la République, à l'essor de la notion de bonne gouvernance dans notre pays. Créée en 2000, elle acquit surtout la vitesse de croisière, la caractérisant aujourd'hui à l'issue d'un processus de revitalisation de ses missions élaborées en 2016. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaire chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a pris part à l'audience entre le président de la République et les principaux responsables de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Écoutons la réaction de la présidente de la Cour des comptes à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État. Le rapport public de l'année 2021 au chef de l'État, je profiterai de cette opportunité d'abord pour remercier particulièrement le chef de l'État qui, avec sa politique et son leadership éclairé, soutient constamment la Cour et en cette circonstance nous renouvelle son soutien indéfectible pour la poursuite de nos missions. Concernant le rapport, je dirais comme à l'accoutumée, le rapport revient sur les observations de la Cour des comptes sur la base de contrôles réalisés en 2020. En premier lieu, il s'attelle sur les constatations et les observations qui sont relatives au contrôle du budget de l'État de l'année 2019 plutôt. Et dans un deuxième temps, il s'attelle sur les observations et des constatations sur la gouvernance d'un certain nombre d'établissements et entreprises publiques qui ont été contrôlés en année 2020. Il revient également et largement sur la situation des dépôts de comptes qui, du point de vue de la Cour, reste encore inacceptable avec des pourcentages de dépôts de comptes qui sont très faibles. Et la Cour profite de cette opportunité pour interpeller l'ensemble des responsables des deniers publics pour pouvoir s'exonérer de cette responsabilité de déposer les comptes à temps à la Cour des comptes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale française du 14 juillet, a envoyé un message de félicitations à son homologue Emmanuel Macron. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter à l'occasion de la fête nationale de la République française amie nos félicitations les plus chaleureuses, ainsi qu'au gouvernement et au peuple français, en adressant en cette période festive du 14 juillet nos vœux de santé, de joie, de paix et de prospérité à la nation française, a écrit le président de la République dans le télégramme transmis à Emmanuel Macron.
gouvernement. Je vous remercie par ailleurs pour votre message de félicitations que vous avez bien voulu m'adresser pour le 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et qui m'a été porté par votre émissaire, a noté le chef de l'État dans le même document. J'ai tenu à transmettre lors de l'entretien que nous avons accordé au porteur de votre message, le général Éric Buquet, qu'il vous assure de notre amitié mais également de notre attachement à cette relation que nous souhaitons exemplaire, comme vous l'aviez évoqué, sur les questions économiques et de coopération, a-t-il poursuivi. Le président Guelleh clôt son message en réitérant à l'occasion du 14 juillet ses vœux les meilleurs et les assurances de sa très haute considération à son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, conformément aux articles 34 et 52 de la Constitution, l'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui la session extraordinaire du Parlement. Cette session de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, la plénière en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. L'agenda de la plénière portait sur l'examen de 7 normes suivantes. Projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Projet de loi également portant ratification de l'accord de financement pour le projet de développement des compétences pour l'emploi. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de la seconde ligne d'interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti. Projet de loi portant projet donc de loi relatif au contrôle économique et financier des entreprises publiques, projet de loi portant organisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture, 6e projet de loi portant révision de la loi numéro 42 portant réorganisation du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles et projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Tout au long des échanges de cette plénière, les députés ont essentiellement porté leur interrogation sur les textes de l'ordre du jour subventionnés, mais aussi sur les problématiques préoccupantes de la population auxquelles le Premier ministre et les membres du gouvernement ont apporté des éléments de réponse. Au terme des discussions et après les votes favorables des parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a clôturé la session extraordinaire. Et durant cette séance extraordinaire, les parlementaires n'ont pas manqué donc de soulever certaines interrogations à l'endroit des membres du gouvernement. Nous les écoutons. De l'accès à l'emploi initié par le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, afin de répondre aux besoins actuels et émergents du marché national et de ceux de la jeunesse djiboutienne à la recherche d'un emploi décent. Monsieur le ministre, ce projet de loi met en place un environnement adéquat pour soutenir et améliorer un marché du travail ciblé pour atteindre un emploi formel et lutter contre le travail précaire. En effet, Monsieur le ministre, ce programme vise également à améliorer l'accès, la qualité et la pertinence d'un emploi basé sur une compétence dédiée à des secteurs prioritaires tels que la formation pour le secteur du transport, touristique, hôtelière et aussi dans le domaine d'industrie, d'innovation, d'agriculture ou de la pêche. Que rapporte-t-il concrètement, Monsieur le ministre, ce projet de développement de compétences pour l'emploi face à la jeunesse djiboutienne diplômée et qualifiée à la recherche d'emploi? Pourriez-vous nous expliquer en bref, Monsieur le ministre, quelles solutions ou stratégies avez-vous mis en place pour préparer la relève des travailleurs étrangers qualifiés par de nos jeunes djiboutiens compétents? Nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de collaboration entre les deux ministères concernés. Alors que qui dit jeunesse dit sport et qui dit sport dit jeunesse. Madame la ministre, quand est-ce que nous verrons des activités en commun entre les deux ministères? Espérons que les démarches nécessaires se mettront en place le plus tôt possible et nous serons à votre entière disposition pour vous épauler s'il y a besoin. Quelle est la proportion des sources d'énergie renouvelables ou non renouvelables sur la production de l'énergie totale consommée dans notre pays? Nous savons que Djibouti a seulement deux saisons, été et hiver. Comment décomposez-vous cette demande, Monsieur le ministre? Nous savons que la première ligne de transmission de l'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie est en service depuis 2011. Que représente cette quantité sur l'ensemble de notre besoin? Afin de se projeter sur la deuxième ligne, quels sont les avantages sur l'économie et au maintien de notre mode de vie sur la première ligne?
Et par la suite, ce fut au tour aux membres des gouvernements interpellés de répondre aux interrogations des parlementaires. Ce qui concerne la formation, mon collègue Moustapha est ici présent, il va encore vous éclairer. Concernant les étrangers et la protection de nos concitoyens. Sachez, mesdames et messieurs les parlementaires, que je suis d'avis avec vous. Je suis d'avis avec vous. Et depuis peu que je suis à ce ministère, les preuves sont déjà palpables et vous le savez. Je ne ménagerai aucun effort pour interdire, lorsqu'il y a une qualification djiboutienne, donner la place à un étranger. Non, c'est catégorique. Soyez rassurés sur ces points. Alors je vais répondre à la seule question de l'honorable Ali pour lui dire la jeunesse, c'est vrai, elle est transversale. Et d'ailleurs, nous travaillons très étroitement avec beaucoup de départements que je tiens ici à remercier dans l'ensemble des problématiques, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'insertion professionnelle. Donc je remercie les départements ministériels, mes chers collègues qui sont présents ici, avec qui nous travaillons. Et nous travaillons aussi avec le sport, parce que les CDC ont des espaces omnisports. Nous souhaitons juste aller vers l'orientation culturelle, d'accord ? Et vous savez que nous disposons, cher honorable Ali, de sport traditionnel. J'espère que vous allez pouvoir nous aider, puisque pour le registre ou bien pour le programme d'activité estivale, nous allons mettre au goût du jour le sport traditionnel de notre pays. La deuxième ligne d'interconnexion va être bénéfique pour d'abord alléger la première ligne qui est saturée. Pourquoi saturée ? Parce que, notons, comme j'ai dit auparavant à la commission, la première ligne d'interconnexion a une distance très longue. Les postes de transmission qui est basé aux alentours de Diridawa, au poste de Ourso, est aujourd'hui saturé. Et la partie éthiopienne nous donne comme maximum que 80 mégawatts pour Djibouti. Parce qu'ils sont en train d'utiliser dans la région Oromo et la région d'Éthiopie qui ne cessent de se développer. Donc, avec notre consommation interne, avec aussi le chemin de fer qui utilise énormément d'énergie, nous sommes obligés d'avoir cette deuxième ligne d'interconnexion qui sera bénéfique pour Djibouti, mais pour l'Éthiopie aussi. Et dans un premier temps, c'est vrai que nous allons importer, mais lorsque nous serons autosuffisants et nous devons produire plus, nous allons aussi l'exporter en Éthiopie. Et ce fut donc au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed de clôturer donc l'intervention des membres des gouvernements. Sont très intéressantes puisque c'est l'avenir du pays qui est engagé dans le domaine de l'énergie. Nous disposons assez des possibilités énergétiques dans le pays. C'est la façon comment on va financer le programme de ces énergies pour les exploiter. Le ministre de l'Énergie vous a fait un tableau de ce qui va se passer. D'ici à la fin de l'année, vous aurez l'énergie éolienne. D'ici à la fin de l'année, vous aurez l'énergie hydraulique. On fait d'une manière progressive et actuellement, il a parlé de Fiale et Galalico. Je pense que ces deux endroits vont produire quand même une énergie parce que c'est la seule énergie qui est stable par rapport à l'éolien, par rapport au solaire. S'il n'y a pas de soleil, il faut mettre des batteries. S'il n'y a pas assez de vent, il faut mettre aussi un accumulateur. Alors que l'énergie de la Terre, elle est stable. À tout moment, elle peut produire. Donc c'est la raison pour laquelle, mais nous sommes sur la bonne voie maintenant sur le plan énergétique. Le Palais du Peuple abrite aujourd'hui la cérémonie de lancement de la phase d'accélération des micro et petites entreprises dans toute la République de Djibouti, financée par l'USAID et pilotée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif visé est de mieux promouvoir les micro et petites entreprises sociales, l'économie bleue et verte et renforcer l'engagement civique, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des objectifs de développement durable. Parmi les entreprises sélectionnées comme premier ensemble d'entreprises
social dans l'agriculture biologique, à la salle de sport, de la conservation de l'environnement à la bibliothèque, de l'emballage alimentaire à l'énergie solaire. Certaines de ces entreprises sont nouvelles, certaines ont déjà démarré et sont opérationnelles, mais impactées par la Covid. Pour rappel, c'est en 2020 que le PNUD, sous la direction du ministère de l'économie et des finances, avait conçu un portefeuille de relance socio-économique. Et l'objectif de ce portefeuille, Rising Djibouti Portfolio, était d'aider Djibouti à mieux construire en promouvant les micro et petites entreprises sociales, l'économie bleue et verte et en renforçant l'engagement civique pour la décentralisation, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des ODD. La mise en œuvre des activités Rising Djibouti a commencé au premier trimestre 2021 avec une formation en poterie et plusieurs autres formations en leadership pour les organisations de la société civile. Il m'est un honneur et un immense plaisir de souhaiter la bienvenue aux participants de cette cérémonie dédiée au double événement, que sont le lancement de la phase d'accélération des micro et petites entreprises et la remise de brevets à une 50aine d'unités d'entrepreneuriat, qui ont sur l'ensemble du territoire national fourni les preuves de leur persévérance et compétences dans le domaine du business social, à travers son lien de parenté avec la notion de promotion du secteur privé et celle d'initiative personnelle dans les thématiques de l'emploi, placées au cœur des préoccupations définies au plus haut sommet pour notre pays. La cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui est porteuse de nombreux enseignements. Elle témoigne de l'ouverture positive d'esprit à laquelle se conforment de plus en plus nos jeunes. Écoutons à présent l'intervention de la représentante résidente du PNUD à Djibouti. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui ce matin à l'occasion du lancement de la phase d'accélération des 50 entreprises sociales dans le cadre du projet Rising Djibouti. Je voudrais avant tout propos féliciter Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour accompagner les projets innovants et les porteurs de projets ici à Djibouti. Je saisis également l'occasion pour remercier le peuple américain à travers l'USAID pour avoir soutenu cette noble cause et cette initiative, d'abord à partir d'une réponse post-Covid, il y a de cela plus de 2 ans. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, recevez toute notre gratitude. Nos remerciements vont également à l'endroit du directeur de l'USAID qui ne ménage aucun effort au quotidien, et nous pouvons le noter, pour le succès de ce projet. Je tiens à cette étape de mon propos à féliciter les 50 jeunes entrepreneurs qui ont su achever avec succès les différentes étapes du processus de déploiement de leurs projets et idées de projets. Il est à signaler qu'ils constituent donc une première cohorte d'entrepreneurs sociaux ici à Djibouti et nous en sommes très heureux et très fiers. Et j'ose espérer que cette initiative pourra faire émule et permettra à des milliers d'autres jeunes à Djibouti, hommes et femmes, de pouvoir déployer leurs talents dans le pays pour le bonheur du pays et de leur communauté. Comme dit un célèbre écrivain, David Bernstein, comment changer le monde? Les entrepreneurs sociaux identifient les ressources là où les gens voient des problèmes. Donc nous sommes heureux qu'à partir des problèmes, on puisse développer des ressources et des idées pour les mettre en œuvre.
Donc, chers jeunes, chers bénéficiaires, donc, vous avez un rôle important. Vous devez être des modèles pour donner l'exemple aux autres, pour donner l'envie d'entreprendre malgré les difficultés au quotidien. Cela a été rappelé, ce processus a commencé en septembre 2021, lorsque le projet Rising Djibouti, comme pour amplifier l'idée de Rise Up, en consultation avec les présidents des conseils régionaux et dans toutes les régions du pays, a organisé une série d'engagements communautaires dans 123 localités. Et je tiens ici à saluer l'implication des présidents des conseils régionaux de l'ensemble des régions qui ont permis donc d'arriver également à ce résultat. Et de son côté, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti s'est réjoui d'accompagner le gouvernement djiboutien dans l'accomplissement de ce programme. On l'écoute. D'être parmi vous ici aujourd'hui pour procéder au lancement officiel des 50 petites entreprises. Cette activité fait partie de la réponse du gouvernement de Djibouti pour aider à créer et reconstruire les emplois perdus à cause des effets dévastateurs du COVID-19. Le gouvernement américain a fourni 2,5 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat avec le PNUD et bien sûr avec le ministère des Finances, avec l'assistance forte du ministre, pour créer le projet Rising Djibouti, qui met en œuvre des activités au profit des Djiboutiens, dont les moyens de subsistance ont été affectés par la COVID, et pour identifier des nouvelles opportunités d'emploi. Rising Djibouti apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises touchées par la crise COVID-19, afin de les aider à se reconstruire, à identifier et à créer de nouveaux revenus et emplois, à générer de nouvelles opportunités. Les 50 entreprises présentées ici aujourd'hui, dans lesquelles nous avons eu l'honneur de parler avec eux juste maintenant, ont reçu une formation et un accompagnement pendant leur phase d'incubation. Elles bénéficieront d'un soutien supplémentaire comme l'enregistrement ou le renouvellement de leur licence commerciale, l'aide au paiement des impôts, l'élaboration des plans d'affaires et financiers, ainsi que des stratégies clientèle et marketing. Et enfin, le ministre de l'Économie et des Finances a félicité donc les bénéficiaires de ce programme. Nous sommes ici pour célébrer l'incroyable parcours du premier groupe d'entrepreneurs sociaux de Djibouti, une première dans notre pays. Et à vrai dire, alors que j'ai marché pour voir avec M. l'ambassadeur et l'ensemble des responsables ici présents, en visitant les différents stands des jeunes, je suis sûr que les responsables que nous sommes étions ravis de pouvoir découvrir d'éventail de jeunes debout autour de leur roll-up pour nous présenter leurs idées, leurs projets. Et ce fut un moment de fierté de voir donc des entrepreneurs sociaux très motivés se tenir à côté de chaque roll-up, prêts à nous présenter son entreprise. Chacun de ces entrepreneurs est une source d'inspiration pour les autres, y compris pour nous. Sur les 50 micro et petites entreprises que nous lançons aujourd'hui, seules 19 sont apparemment, selon les informations obtenues, seulement 19 sont de Djibouti-Ville. Tous les restes sont des régions de l'intérieur et ça mérite d'être signalé et applaudi. Bien que la représentation soit importante,
je parle sur le plan spatial, régional. Le plus important est franchement le fait qu'ils ont été sélectionnés en fonction de leurs mérites et des projets portés par ces derniers. Et au passage, je tiens ici à remercier l'équipe de formateurs que notre ami Ben Kubasek a formé d'abord pour eux-mêmes transmettre le concept de No Go Grow. Parmi eux, je reconnais mon ami Galab, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la remise des diplômes de ces 50 premiers, on va dire meilleurs entrepreneurs d'un nouveau genre appelé le social business, grâce lancé donc grâce au portefeuille de relance socio-économique post-Covid, tel que cela a été signalé par l'ambassadeur Pratt et notre amie représentante du PNUD. Rising Djibouti, dont l'objectif vise à mieux promouvoir les micro- et petites entreprises sociales dans l'économie bleue, verte, et à renforcer également l'engagement civique, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des objectifs de développement durable. Permettez-moi de vous rappeler que la mise en œuvre des activités Rising Djibouti a commencé au premier trimestre 2021 avec une formation en poterie et plusieurs autres formations en leadership pour les organisations de la société civique djiboutienne, mais également pour les jeunes djiboutiens. Dans l'actualité également, dans le cadre de l'examen national volontaire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, plus connu comme ODD, une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part au forum politique de haut niveau qui s'est déroulé du 5 au 15 juillet 2022 au siège des Nations Unies à New York. Au cours de ce forum politique de haut niveau, notre pays a présenté pour la toute première fois son rapport inhérent à l'examen national volontaire sur les avancées et réalisations de notre pays aux objectifs de développement durable. Il convient de mettre en exergue que cet examen a pour but de présenter la situation actuelle du pays dans la perspective d'accélérer l'atteinte des ODD grâce au partage d'expériences, à l'identification des lacunes et des bonnes pratiques et à l'établissement de partenariats. Les pèlerins djiboutiens ont effectué mardi le rituel de la lapidation des 3 Jamarat à Mina et les rituels du Hajj de cette année. À cet égard, les membres de la mission Hajj ont poursuivi leurs efforts pour guider et encadrer les pèlerins djiboutiens, dont le nombre total cette année est d'environ 1000 pèlerins. Rappelant que le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir pleinement leurs devoirs religieux. Et après avoir accompli leurs devoirs avec le succès du Tout-Puissant, les pèlerins se préparent actuellement à quitter la Terre Sainte et à retourner dans leur pays. Et pour sa part, le ministère saoudien de la Santé a annoncé le succès des plans de santé pour le Hajj de cette année et qu'il était exempt de toute épidémie ou effet sur la santé publique. Notons enfin que la première vague de pèlerins djiboutiens devrait retourner vers Djibouti le 29 juillet prochain. Dans l'actualité toujours, Mo Farah, champion olympique, fait des révélations sur son passé. L'ancien champion olympique, Mo Farah, l'athlète de renommée internationale, a fait des révélations sur son passé lorsqu'il était enfant dans une émission intitulée The Real Mo Farah qui sera diffusée par le diffuseur britannique. L'athlète affirme qu'il avait prétendu être né en Somalie et être entré au Royaume-Uni en tant que réfugié de Mogadiscio lorsqu'il avait 9 ans pour rejoindre son père qui travaillait à Londres, ce qui était faux. Selon la star olympique,
explique qu'il se dit avoir été victime de la personne qu'il a prise sous tutelle, autrement dit une femme anglaise d'origine somalienne. Mo Farah, de son vrai nom Hussein Abdi Kahin, né dans le nord de la Somalie, a été emmené à l'âge de 9 ans, éloigné, qu'il a emmené donc à Djibouti dans un premier temps. C'est ainsi que Mo Farah a vécu à Djibouti le temps que les formalités administratives du voyage soient établies. Selon lui, cette femme l'a emmené dans son appartement à Hounslow, dans l'ouest de la capitale britannique, et lui a dit qu'il devait commencer à se faire appeler Mohamed. Il aurait, selon lui, souffert de maltraitance et n'a pas été autorisé à aller à l'école avant l'âge de 12 ans. Et c'est à l'école qu'il a montré un talent pour l'athlétisme, ce qui, selon ses déclarations, a changé sa vie car il a pu participer à des compétitions dans les écoles britanniques. Son professeur de sport, Alan Watkinson, l'a aidé à obtenir la citoyenneté britannique sous le nom de Mohamed Farah, que les autorités lui ont accordé en juillet 2000. L'athlète a déclaré vouloir raconter son histoire pour attirer l'attention sur l'esclavage et la traite des êtres humains. À l'occasion de la célébration du 14 juillet, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a tenu à effectuer un geste de reconnaissance envers les anciens combattants. En effet, les anciens combattants, leurs familles ont bénéficié d'un don de matériel, en l'occurrence des chaises roulantes et des kits de première nécessité. Et étaient conviés à cette journée les forces françaises stationnées à Djibouti, le colonel-major Mohamed Ali Absiye, attaché de défense djiboutienne à Paris, le lieutenant-colonel Ilyas Abdillahi Guelleh, auprès du cabinet de la défense, et enfin Mohamed Elmi, les veuves et enfants des anciens combattants. La République de Djibouti entretient avec la nation française une collaboration fructueuse et très ancienne. Naturel, en ce 14 juillet, de commencer cette journée qui est la fête nationale française, comme le savent nos amis djiboutiens, avec les anciens combattants. Le 14 juillet, c'est bien sûr une fête, c'est la fête de la liberté, c'est la fête de la République, mais c'est aussi l'hommage rendu à nos forces armées, aussi bien actives que nos anciens combattants, grâce auxquels nous pouvons vivre aujourd'hui en liberté et en démocratie. Ici, à Djibouti, nous avons une action extrêmement active au bénéfice des anciens combattants, au bénéfice des veuves, au bénéfice des orphelins, pour un peu faciliter leur vie. Nous avons procédé très modestement à quelques dons aujourd'hui. Nous avons aussi naturellement des subventions que la France apporte, avec encore une fois l'appui extrêmement dynamique du ministère djiboutien de la Défense et de l'Association des anciens combattants. Pour lutter et pour préserver notre paix, bien, nous avons besoin de nos forces armées, et ensemble, au quotidien, les forces armées djiboutiennes, les forces armées françaises contribuent à cette stabilité. Et pour moi, commencer le 14 juillet avec tous ces hommes en uniforme, mais aussi avec les familles des anciens combattants, était tout à fait important. Le stade Goulet a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise de lots de trophées, de ballons et équipements sportifs aux différentes associations de la capitale et des régions. L'octroi de ces équipements entre dans le cadre de l'organisation de tournois d'été nouvellement appelés Jeux d'été en raison de son élargissement de son champ d'activité. Pour rappel, les tournois sont organisés annuellement par les responsables des associations et leaders des quartiers respectifs de la capitale et des régions. Et le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a voulu vulgariser les sports de prédilection de la jeunesse djiboutienne en particulier, et cela conformément à la politique du chef de l'État, premier supporter du sport national. Pour réceptionner le matériel dans le cadre de l'organisation des activités sportives d'été. Cette fois-ci, le secrétaire d'État au sport a changé l'appellation pour rappeler les Jeux d'été 2022 intercommunes que nous allons organiser vendredi prochain, Inch'Allah. Et je remercie vivement le secrétaire d'État au sport pour son soutien à la promotion des sports.
Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ali Kamil Ali, survenu hier à l'hôpital Chakib. Âgé de 59 ans, le défunt était fonctionnaire retraité des sapeurs-pompiers. Le défunt Ali Kamil était également l'oncle paternel de notre collègue Mariam Bouhar, rédactrice en chef radio. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, l'Afrique serait le moteur de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 et c'est l'Organisation des Nations Unies qui a publié ses dernières projections de population mondiale. Les estimations soulignent le rôle central du continent africain dans l'accroissement de la population globale d'ici 2050. Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale atteindra le cap des 8 milliards d'habitants d'ici le 15 novembre 2022 et malgré un ralentissement de la croissance démographique ces dernières années, ce chiffre devrait parvenir à 9,7 milliards d'ici 2050. Plus de la moitié de l'augmentation sera concentrée sur 8 pays, dont 5 se situent sur le continent africain. Cet accroissement de la population s'explique par une diminution de la mortalité qui se traduit par un allongement de l'espérance de vie. En 2021, elle était de 59,7 ans pour l'Afrique subsaharienne et elle devrait atteindre 66,7 ans en 2050. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.